Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous l'avez demandé, deuxième édition de mon nouveau format interview. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir un OG de l'écosystème, et c'est pas peu dire. On accueille Stéphane Winkel. Bonjour Stéphane. Bonjour, monsieur Rabbit. T'es content d'être là? Pas trop de pression, ça Super va? content, super honoré, ouais, pas de pression, non, tranquille. Ok, trop cool. Bon, de toute façon, tu verras, ce sera vraiment à la bonne franquette, entre guillemets. T'as un parcours super intéressant. T'as touché au Bitcoin alors qu'il coûtait quasiment rien. Évidemment aussi, on le voit en arrière-fond, t'as un NFT Bored Ape. Il se passe beaucoup de choses sur les Bored Ape, donc forcément aussi, on va revenir dessus. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vis de la crypto? Enfin voilà, qui est Stéphane Winkel aujourd'hui? Oui, pour me présenter, avant tout, je suis entrepreneur depuis 20 ans déjà. Donc, je me suis amusé à lancer des projets, des boîtes, etc., avec Ok. des échecs, comme toujours dans l'entrepreneuriat, mais aussi des réussites qui sont moins nombreuses, mais qui sont plus percutantes. Donc, au final, dans la balance, j'ai quand même bien réussi dans ce domaine-là. Et puis, je me suis lancé en crypto très tôt, très, très, très tôt, en 2011. C'est vrai que 2011. voilà, j'ai pas eu l'occasion de croiser des francophones qui avaient acheté des bitcoins avant moi. Il y en a, hein, mais bon, en tout cas, je ne les ai pas encore croisés. Euh, voilà, parce qu'il faut savoir qu'en 2011, il y avait, c'était pas la même chose que maintenant. Il y avait que le bitcoin, il n'y avait pas d'autres crypto-monnaies. Et en plus de ça, en France, on n'en parlait pas du tout. Donc, il fallait aller sur les forums américains pour comprendre un peu ce qui se passait. C'était quoi la blockchain, c'était quoi le bitcoin. Et donc, c'est vrai que ça fait déjà maintenant 13 ans que je suis dedans. J'ai assisté à tous les cycles, on va dire, de bull run, avec les trois halvings, le quatrième qui sort dans un mois maintenant, pile. Voilà, donc je suis un peu la mémoire, l'histoire du Bitcoin. Et quand on veut poser des questions sur comment c'était, qu'est-ce qui est arrivé, comment tu as réagi face à ça, c'est vrai que j'en ai connu des histoires et des gros problèmes aussi. Et c'est vrai que des fois, c'est toujours bien de partager ces erreurs et pour que justement les gens ne font pas les mêmes erreurs que moi. Voilà. Eh bien, alors déjà, là, forcément, j'ai 1 milliard de questions à te poser par rapport à ce que tu me dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce parcours-là. Juste 2 questions pour un petit peu se mettre en jambe. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'en 2011, on s'intéresse au Bitcoin et qu'on en achète? Pour moi, c'était juste les plus gros geeks qui trouvaient ça sur des forums un peu sombres. On associe souvent ça aussi au Darknet. Donc, comment on tombe là-dedans, en fait, et comment aussi on a le courage, entre guillemets, de dépenser de l'argent? Parce que j'imagine que tu n'as pas acheté juste un Bitcoin, tu as dû en prendre un paquet à l'époque, j'imagine. Je sais pas si tu peux donner un peu des chiffres. Est-ce que ça a changé ta vie? Et deuxième question, qui peut aussi être liée à l'événement, à cet événement-ci, hein, de premier achat de Bitcoin, c'est justement pendant tout ton parcours, en fait, depuis 2011, donc depuis 13 ans, c'est quoi le truc le plus marquant que tu aies vécu, soit en négatif, soit en positif? Vraiment, s'il fallait retenir qu'un seul événement, ce serait quoi? Ok, bon alors je vais commencer par ta première question, Hmm. donc savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé en 2011, pourquoi j'ai acheté du Bitcoin et autres. Donc il faut savoir que j'étais dans l'entrepreneuriat, j'étais beaucoup sur les forums. J'avais un associé, Joachim, qui lui était à fond dans tout ce qui était justement forum américain. On faisait du SEO à l'époque, donc du référencement Internet. On était sans doute dans les meilleurs en France, hein, certainement, parce qu'on se nourrissait de tout ce contenu américain qui était en avance et qui est toujours par rapport à ici en France. Et c'est vrai qu'en SEO, on était très bon, on lisait plein de choses et on était en contact avec beaucoup d'informations oui, de geeks, il faut le dire, pour justement placer nos sites premiers sur Google, ce qu'on arrivait vraiment bien à faire. Et puis, voilà, dans un des sujets traités, on a parlé de cette fameuse blockchain, ce Bitcoin qui était sorti en 2009. Il y avait très peu d'infos là-dessus. Il y avait un white paper, il y avait quelques expériences, il y avait le darknet qui existait, effectivement. Mais voilà, il y avait tout un environnement d'économie décentralisée qui nous plaisait beaucoup parce que nous, on était beaucoup là-dedans. On était dans le peer-to-peer, hein, on échangeait déjà plein de fichiers, des films. C'était la première fois que vraiment on échangeait des choses en se connectant chacun dans un coin du monde avec son ordinateur sans devoir voir quelqu'un contrôler ces choses-là. Donc, c'était quelque chose qui nous plaisait pas mal, ce côté où on puisse nous-mêmes faire évoluer les choses sans un contrôle d'un gouvernement ou autre. Et c'était là-dessus qu'est née la blockchain et les crypto-monnaies, on l'a vite compris. Et donc, le projet nous intéressait. En plus de ça, voilà, on était dans un marché aussi, on était dans le gambling, dans le poker en ligne. Mon associé jouait, était champion un des champions de France, Belgique en ligne D'accord. dans ce domaine. Et
Ben oui, c'était lié aussi. Ils payaient les gens aussi déjà avec le Bitcoin. C'était les premiers à avoir payé les gens en Bitcoin. Et donc, il en a reçu, lui. En fait, il en a reçu et il a reçu 2000 € et, OK. c'était 6000 € après un mois. Donc, fois 3, quoi. Et là, je me suis dit, bon, je crois qu'il y a quelque chose à jouer dans ce domaine, comme on discutait beaucoup. Et bah lui, il les a reçus gratuits. Moi, j'en ai acheté. J'ai acheté pour 2000 € comme lui. Sauf que lui, ça s'est craché à 1000 € à un moment. Donc, c'est monté à 6000, ça s'est craché à 1000 €. J'en ai acheté pour 2000 € et je suis passé à 6000 après 3 mois, moi. Et là, j'en ai racheté pour 10 000 €. OK, ah oui. Et, euh, et je me suis retrouvé avec 3200 bitcoins à ce moment-là, quoi. Et c'était vraiment une belle somme, on peut compter. Donc, de là, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que j'ai commencé à trader. J'étais un très, très bon trader, vu que je suis passé à 5000 bitcoins avec mes 3200. Sauf que c'était juste un apprentissage que j'avais rêvé de nouveau parce que, effectivement, après avoir passé à 5000 bitcoins, je suis retombé à 1200 bitcoins en tradant en fait comme un âne parce qu'en fait, à un moment, on trade, on gagne beaucoup et puis à un moment, Ouais, tout s'écroule. on perd la Euh, notion aussi, ouais. Mmh. voilà, exactement. Parce qu'en fait, je m'amusais à revendre quand c'était soi-disant au plus haut et racheter quand c'était au plus bas. J'avais vu des cycles sur la journée et je faisais tout le temps le même mouvement. Sauf qu'un jour, le cycle, il s'est pas reproduit. J'avais tout revendu un soir pour racheter plus bas le matin, mais le matin, il était plus haut. J'ai attendu le matin suivant, il était encore plus haut. Et quand ça a fait 3 fois sa mise ou 4 fois sa mise, enfin plus haut, je me suis dit, bah, ça va jamais redescendre. Et donc, j'ai tout racheté à des prix fois 4 ou 5. Ouais. Et là, bah, j'ai tout perdu d'un coup. J'ai compris que j'étais pas trader. Bon, voilà, c'est pour l'anecdote. Mais j'avais toujours 1200 bitcoins. Et effectivement, en plus de ça, j'ai miné du bitcoin en 2012, hein, donc très tôt OK. aussi. J'étais un des premiers mineurs aussi en France. J'en ai miné 110, je me rappelle. Mais très vite, j'ai été dépassé parce que mon prix d'électricité en France-Belgique était beaucoup plus cher que ce qu'on me récompensait à un moment. Parce que là, il y avait tout le monde qui arrivait sur le marché en grand nombre chaque jour. Et Mmh. j'ai débranché ma machine après 3 mois, je crois. Ah, c'était plus rentable. Et puis j'aurais pu me perfectionner là-dedans, mais j'avais autre chose à faire. Et puis j'ai acheté des cartes graphiques pour miner des Litecoin, c'était les crypto-monnaies juste après le Bitcoin, avant l'Ether, etc. Et puis voilà, j'ai fait une période de minage, et puis quand c'était plus intéressant, ben, j'ai passé à autre chose. Ben, donc voilà, donc je me suis retrouvé millionnaire en 2014, en euros, hein, je parle. OK. Donc ça a changé ta vie, en fait, clairement? Ça a changé ma vie, OK. mais je gagnais pas mal d'argent de mes autres business. J'avais mis l'argent que je pouvais perdre, hein, donc Mmh. toujours un rappel pour tout le monde. J'ai pas joué tout le monde ma fortune. J'ai mis 12 000 € dans la machine. Je suis devenu millionnaire avec ça. J'aurais pu le perdre, ça n'aurait rien changé. J'avais quand Ouais. même quelques centaines de milliers d'euros via mes business sur mon compte, quand même, il faut me l'avouer. Et en fait, euh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu en 2014 parce que j'avais tout mis sur un exchange qui s'appelait Mongox. Ouais. Et il s'est fait hacker et je suis passé de millionnaire à SDF, en tout cas en crypto-monnaie. Ouais. Et c'était pas trop drôle, mais ça m'a appris. Et on voit encore aujourd'hui FTX qui, en 2023, ben, fait la même chose en fait, hein. Donc, comme quoi ces exchanges ne sont toujours pas aussi sécurisés qu'on le pense. C'est toujours la loi de la jungle. Et donc voilà, j'ai appris à ne plus mettre mon argent sur les exchanges. Je les ai mis sur la blockchain, sur des ledgers. J'ai diversifié aussi sur plusieurs ledgers quelques argent sur les exchanges. C'est vraiment, voilà, en passage, c'est un conseil que je donne, ne pas mettre ses œufs dans le même panier pour pas tout perdre. Comme j'ai été millionnaire, j'ai tout perdu. Moi, j'ai même pas gardé quelque chose. C'était un Ouais. peu violent. Et voilà, donc ça, c'était pour la petite histoire de ma première génération. Ensuite, j'ai racheté avec mes d'autres fonds des crypto-monnaies, des Ethers à 9 euros, parce que j'ai même pas osé les acheter au tout début à l'ICO, en me disant, bon, fais attention. Mais à 9 euros, j'ai acheté vraiment beaucoup d'Ethers. Et après, j'ai diversifié dans plein, plein de domaines. Et bon, ça m'a permis de réatteindre le million et plus que le million avec mes crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, évidemment, bah oui, j'ai pu m'acheter ce Boré, par exemple. Il m'a coûté 320 000 dollars, on en Alors attends, reparlera. on va en parler, on va en parler. Ouais, voilà. OK, alors, enfin, l'histoire, ton histoire, en fait, c'est assez fou parce que c'est finalement un petit peu, à la fois le rêve américain, finalement, des gens qui rêvent comme ça de grosses fortunes à partir de pas grand-chose et c'est ce que finalement rend possible aussi ce monde du web 3 qui est quand même assez fou. Par contre, effectivement, bah, c'est pas tout rose. Tu l'as dit, tu es passé de millionnaire, en crypto à zéro en crypto. Bien sûr, on parle de crypto et du coup, c'est vrai que je me sens aussi de refaire un petit rappel. Là, on arrive, pour moi, on est rentré dans le bull run. Tu me diras après toi ce que tu en penses. Pour moi, on rentre dedans et donc forcément, on va voir des histoires de fous tous les jours sur les réseaux. Des gens qui deviennent millionnaires avec un shitcoin, ça va pumper de partout
partout, ça va être n'importe quoi. Et donc, on peut vite, en fait, en avoir plein la tête, FOMO, acheter tout et n'importe quoi et après perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que c'est bien de redire un peu les conseils que tu as dit, à savoir se diversifier, faire attention à la sécurité, ne pas all-in, pas faire de crédit pour entrer dans les cryptos. Enfin, voilà, des conseils, j'allais dire, de bon sens. Mais finalement, le bon sens, quand c'est le bull run, il n'existe plus. Donc, c'est bien en fait de se le dire avant. Et je pense qu'une expérience comme la tienne, forcément, après, peu importe ce qui se passe, même si demain Binance s'écroule, j'imagine que toi, tu sauras quoi faire. Parce que justement, tu as vécu tout ça. Et cette expérience, en fait, elle est très précieuse. Donc la partager, c'est aussi super intéressant. Et d'ailleurs, là, tu parlais, petite digression, mais tu parlais du coup d'exchange. Toi, tu es vacciné contre les exchanges. Du coup, là, t'as plus Binance, Coinbase, tout ça. T'en penses quoi? Enfin, t'as un peu d'argent dessus quand même ou pas? Oui, j'ai toujours un peu d'argent sur les exchanges que tu as cités, hein, Ok. et d'ailleurs, celui que j'ai fait le plus confiance depuis ce crash Kraken qui est né Ouais. très tôt, en 2014, je pense, hein, donc très tôt après ou même avant. J'ai très vite mis mes fonds suivants sur Kraken et j'ai jamais eu de problème avec Kraken en 10 ans. Donc Hmm. voilà, donc, mais Coinbase était né en même temps que Kraken aussi, plus ou moins. Donc pour moi, les deux, vraiment numéro un la sécurité, c'est Coinbase et Kraken. En plus, ils sont audités par les États-Unis, ce qui est vraiment une preuve. Binance, j'ai jamais eu trop confiance et malgré que tout le monde le mettait en super exchange, et la preuve, on voit qu'il y a encore récemment eu des problèmes avec le CEO qui a démissionné. Donc, effectivement, voilà, je fais confiance plus à ceux-là. J'ai de l'argent là-dessus pour pouvoir faire des trades, pour pouvoir avoir une carte de crédit, pour avoir quelques avantages, m'amuser à faire des staking, diversifier des choses. Mais ma grosse partie de mes fonds sont sur la blockchain parce que voilà, je sais que c'est là où on a les clés de ces wallets. Quand on est sur un exchange, on n'a plus les clés, c'est la banque Hmm. qui l'a et on voit que les banques genre FTX, c'est pas des banques auditées comme nos banques à nous et donc c'est quand même très risqué de laisser sa fortune là-dessus. Ouais, OK. Bon, on peut que être d'accord avec ça, je pense. Alors, forcément, là, on arrive, ça reste une chaîne NFT. On a ce magnifique Bored Ape à l'arrière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà comment tu es venu au NFT de manière générale? Qu'est-ce qui t'a intéressé et, dans cette technologie qui est aussi bien sûr très spéculative? Et du coup, pourquoi ce Bored Ape? Et même, si après tu peux aussi en parler, tu peux même dire des prix hein, si c'est OK pour toi. Le prix d'achat, est-ce qu'il t'a rapporté quelque chose? Est-ce que tu l'as encore? Qu'est-ce que t'en fais? Voilà, parle-nous un petit peu de ton arrivée dans les NFT et de ce Bored Ape. Oui, alors les NFT, pour moi, ça reste quand même un tournant de l'histoire des crypto-monnaies, comme il y en a eu plusieurs, hein, bien sûr. Parce que voilà, j'ai vu naître d'abord le Ethereum, le projet Ethereum avec les smart contracts, qui était vraiment un gros tournant et qu'il est toujours. Et ensuite, eh ben, on a vu naître la DeFi, donc la finance décentralisée, et les NFT, même s'il y avait des NFT sur Bitcoin, etc. Mais voilà, il y a vraiment eu cette grosse vague, cette mode de NFT dans les années 2020, hein, on va dire. Et c'est vrai que c'était un gros changement. Donc, il y a une nouvelle technologie qui sort, etc. C'est toujours très intéressant, ça m'intéresse. J'aime bien toujours marquer le coup dans les nouveautés. Et c'est vrai que j'avais suivi tous les NFC sortir, j'avais vu les CryptoPunks, j'avais vu Hmm. la collection Bored, etc. Mais ce qui m'a séduit chez Bored, c'était donc Yuga Labs qui était à la tête hein, de cette collection, qui était vraiment très malin point de vue business, parce que moi, avant tout, je suis un businessman, qui avait Hmm. réinventé l'utilité d'un NFT, que c'est plus juste une image numérique ou un fichier numérique, c'était plus que ça, c'était l'idée d'être un club, d'avoir quelque chose de différent, comme quand on a une Rolex ou quoi, on fait partie d'un club, et le fait de faire partie de ce club, on reçoit des cadeaux, on reçoit des avantages, on est privilégié, on fréquente de certaines personnes. Et en fait, j'ai voulu jouer le jeu, même très tard. J'avoue que je l'ai acheté très tard, même si j'avais vu les Boré monter. Ça m'a toujours intéressé leur histoire. Mais à un moment, je me suis dit, je vais rentrer dedans parce que je peux pas louper. Ils offrent trop de cadeaux. Ils avaient offert cette potion-là qui faisait des mutants et qui avait vraiment donné un tiers de ce qu'on dépensait. Le mutant vaut plus ou moins un tiers du Boré, comme on voit. Et donc, je me suis dit, je vais l'acheter et je l'ai acheté à 320 000 dollars. Il faut savoir que c'est quand OK. même dans la rareté, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de rareté, même Oui. si aujourd'hui, on peut se poser des questions là-dessus. Il faut savoir quand même qu'il était 400e sur les 10 000 exemplaires. Donc, c'était le 400e le plus précieux. Donc, Ouais. voilà, il était quand même 1 sur 20 dans les 20 meilleurs, on va Ouais. dire, Et il l'est toujours, hein, d'ailleurs, il en est toujours, soi. bien Il sûr. le sera toujours d'ailleurs, éternellement, Et hein. il le sera Voilà. toujours dans sa rareté. Et donc, il était original, il était rare.
Et donc je l'ai acheté plus cher que le floor price, comme on dit, donc le prix plancher. Ouais. Je l'ai acheté plus cher parce qu'il était rare. Et donc voilà, et je l'ai acheté 320 000 $. Mais en fait, Ça faisait combien en Ether, juste à l'époque, tu te alors, rappelles? j'ai acheté ça à 110 Ethers. Ok. À 110 Ethers. Donc Donc l'Ether était l'Ether assez était élevé. moins fort que maintenant, alors, c'est ça? Ou à Ben, peu près pareil, c'est à peu près finalement. le même prix, hein. C'est à peu près le même prix quand tu calcules. Ok, À 3003, ben voilà, enfin oui, on y est, hein, je crois qu'on y est. ok, Enfin, c'était en dollars, donc bah oui, je pense qu'il était même, il est même, ouais, donc c'est à peu près la même chose. ok. Donc mais voilà, c'est exceptionnel parce qu'on est revenu parce qu'il y a quelques, bah, comme tu le sais, il y a quelques mois, l'Ether était divisé par 3 là. Ouais, Donc maintenant, il a déjà repris ce prix-là. ouais. Maintenant, c'est juste le floor price du Bored qui a bien chuté, et donc Ouais. qui fait un peu mal au prix de mon petit singe qui pleure là maintenant du coup. Non, il a fait pleurer. Avant, il était heureux avant. Ouais, pour rappel, du coup, pour les gens qui écoutent un podcast ou qui regardent, sachez que les NFT Bored Ape, le floor price, il est environ à 17,7 Ether. Donc ça doit Mhm. faire quelque chose comme 60-70 000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que si on compare juste le prix actuel avec ton prix d'achat, tu es en Mhm. perte. Mais Mhm. il s'est écoulé du temps depuis quand même. Tu l'as acheté en 2022, donc il s'est quand même Ouais. écoulé 2 ans. Est-ce que quand même ce NFT t'a rapporté des choses, soit ce qu'on appelle des non-buyable experiences, des événements des fois que ce NFT t'apporte, ou alors juste bah, de l'argent d'une façon ou d'une autre. Peut-être aussi du ApeCoin, parce que je sais qu'il y a aussi une façon en fait Mhm. pour augmenter son rendement. Toi, qu'est-ce que tu en as fait en fait? Est-ce que juste tu l'as gardé et t'as attendu voir ce qui tombe, ou alors tu as quand même suivi activement aussi ce qui rapportait et ce qu'il offrait? Oui, alors moi évidemment, ce Boré, puis il m'a rapporté pas mal de choses. Donc déjà, pour situer, je l'ai acheté à 110 Ethers, mais le floor price était à 80 à ce moment-là, même un peu moins, 78. Ok, Euh, ouais. donc on va comparer floor price, hein, parce que évidemment, voilà. Donc ici, il est plus ou moins par rapport à aujourd'hui divisé par 4, on va dire. Ouais. L'Ether était très bas il y a quelques mois, mais là, il a rattrapé, comme on vient de le voir. Donc là, on est déjà bon. Donc voilà, pour le moment, j'ai été divisé par 4. Il faut savoir qu'il y a pas mal de crypto-monnaies dans lesquelles j'ai misé qui ont été aussi divisées par 4, même Mm. par 10, et que j'ai gagné de l'argent en attendant. Donc voilà, on peut pas encore dire que j'ai perdu. Donc pas vendu, pas perdu, comme on dit. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ouais. La deuxième chose, c'est que effectivement, ce Boré m'a fait gagner beaucoup de choses. Moi, je suis à peine rentré dans l'univers des Boré que, et je misais là-dessus aussi, hein, que quelques mois après, ils déclaraient qu'on recevait justement leur fameux crypto qui sortait, leur fameuse crypto, qui était le ApeCoin. Et ils m'en ont donné versé 10 000. Donc 10 000 ApeCoin. Il faut savoir que quand ces ApeCoins sont sortis, il était à un moment mis pendant quelques heures à du 40 $. Ah Euh, oui. et, euh, et j'ai hésité carrément de les revendre. Puis on connaît comment ça va, on attend un peu, ça chute. Et ça a chuté à un moment je sais plus, entre 5 et 10. Et c'est vrai que je les ai quand même revendus en Ether à 10 $. Donc, ben, on peut faire le compte. Là, j'ai pris 40 000 $. Et je crois que c'est même un peu plus. J'ai peut-être vendu à 11, 12 parce que dans mon calcul, c'était 50 000 euros. Donc, j'avais déjà récupéré une bonne partie à ce moment-là d'argent, comme ça, gratuitement, en fait, hein, Mm. que j'ai toujours en Ether. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle que j'ai eue. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont donné après un terrain pour la métaverse qui avait prévu. Un terrain qui vaut aussi, qui a valu aussi, je ne sais pas combien d'éthers maintenant, qui vaut plus énormément, mais voilà, ça reste quand même quelques éthers pour ce terrain que je peux revendre, que j'ai toujours là par contre. Mm. Et pour la petite histoire, ils m'ont donné un terrain voilà, que je serai dans un monde de métaverse. Je vais peut-être être le voisin de Neymar et de Madonna, donc entre leurs deux maisons. Et donc peut-être quand je mettrai mon masque plus tard et je voyagerai avec eux, ben, je leur dirai bonjour tous les matins. Donc c'est pour la petite anecdote et le truc Ouais. un peu marrant. Voilà, j'ai pu participer à des jeux aussi où on peut gagner des prix. Et qu'est-ce que j'ai eu encore? Parce qu'il y avait pas mal de trucs, hein, d'airdrop. Et alors, effectivement, ils m'ont donné pas mal de cartes VIP pour accéder à des événements, beaucoup d'événements aux États-Unis. J'avoue que Ouais. voilà, j'ai tellement été pris dans ma vie que j'en ai pas profité. Voilà, donc ça, c'est un peu un petit regret parce que quand tout était à la mode, ben, évidemment, il y avait des super connexions à faire à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a accès à des clubs privés où on peut se rencontrer physiquement avec tous des gens, évidemment,
qui ont de l'argent, parce que quand on achète un Boré, surtout à l'époque, à 300 000 $, c'est pas tout le monde. Et donc, voilà, c'est des gens qui sont dans les cryptos ou en tout cas qui sont très célèbres. Et on a vu qu'il y avait, je crois, genre enfin, des centaines de toutes grandes stars internationales qui l'avaient acheté parce que c'était la mode. Et donc, il y avait aussi ce côté-là. Et alors, en plus, enfin, moi, dans mon cas particulier, il est clair que le fait de l'avoir acheté, j'ai pu raconter mon expérience de vie avec ce Boré. J'ai pu imprimer, vous avez vu la photo, en Ouais. faire parler. Donc, tout ça fait partie un peu de mon branding, de ma personnalité, de ma chaîne YouTube. On m'identifie aussi à ce Boré. Et donc, c'est vrai que j'ai plus, ça permet aussi à un business de dire, voilà, ce YouTuber-là, c'est pas un gars qui est arrivé il y a 3 mois et qui raconte qu'il a gagné des millions et que c'est faux. Voilà, je suis vraiment arrivé il y a 13 ans, j'ai vraiment acheté ce Boré et c'est vrai que ça aussi légitimise un peu mon parcours, quoi. Voilà. Donc moi, pour le moment, j'ai quand même eu pas mal de très belles expériences avec ce Boré et il y a juste la mauvaise expérience qu'il a été divisé aujourd'hui par 4. Mais voilà, tout ça peut encore monter aujourd'hui. OK, bah, déjà, ouais, expérience, assez folle, hein, que pas tout le monde, peut vivre. Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà, petite digression pour ceux qui se demandent, en fait, les terrains dont Stéphane parle, ça s'appelle Otherside et c'est un petit peu, finalement, maintenant le gros focus de l'entité de la boîte Yuga Labs, qui gère donc les Bored Ape. C'est vrai qu'ils ont fait un gros focus gaming. Il y a eu aussi pas mal de récompenses qui ont été données par rapport aux gens qui ont participé à ces jeux, mais il y a aussi pas mal de gens qui, peut-être comme toi, en fait, n'étaient pas forcément intéressés par le gaming. Donc ils ont pris un peu les assets, ils ont vendu, ils ont fait un petit peu de plus-value, etc. Mais toi, comment tu as ressenti du coup ce revirement côté gaming? On rappelle, hein, Yuga Lab, pour l'instant, c'est un peu compliqué, même si là, ils font des choses, hein, ils vont sortir un Clubhouse, donc un peu cette notion VIP dont tu parlais, ils sortent des choses, des lieux physiques, des restaurants, pas mal de choses. Ils organisent beaucoup d'événements, le Ape Fest, plein de choses. Il se passe des choses. Par contre, voilà, ils avaient mis Daniel Allegre, donc l'ancien président d'Activision Blizzard, à la tête en tant que CEO. Là, il est reparti. Ils ont remis du coup un ancien, un fondateur de Yuga Labs à la tête. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et du coup, toi, comment tu vis tout ça? Est-ce que tu es quand même serein avec ton NFT? Est-ce que tu comptes le garder à vie? Parce que comme tu l'as dit, bah, il te représente. Et ça, c'est vraiment la force, je trouve, des NFT par rapport à des cryptos. C'est que, bah, comme une Rolex, comme tu disais, hein, c'est un signe extérieur de richesse, d'appartenance aussi à un certain club. Et on passe beaucoup de notre temps sur Internet. Et donc finalement, c'est complètement raccord d'avoir un signe extérieur en mode Rolex, mais virtuel, et donc un Bored Ape. Et donc c'est toujours compliqué de s'en séparer. On rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a aussi un des fils de Bernard Arnault qui s'est séparé d'un CryptoPunks et ça a fait un tollé parce que justement il était vraiment identifié en tant que ce CryptoPunks. Donc du coup aujourd'hui, deux questions. Comment tu vis l'actuel Yuga Labs? Est-ce que tu es serein pour la suite? Et l'autre question justement, est-ce que comme tu le disais, enfin comme tu le sous-entendais, est-ce que Stéphane Winkle et ce Bored Ape ne font qu'un pour toujours ou pas? Oui, alors, très bonne question. Alors, Yuga Labs, comme tu le sais, j'étais en hyper confiance dans ce groupe parce qu'ils ont vraiment lancé des choses que personne d'autre avait lancées dans les NFT. Et voilà, donc je trouve ça extraordinaire, leurs idées de clubbing, etc. Et j'aurais fait confiance et j'ai eu raison parce que, bon, enfin, j'ai eu toute une vague de cadeaux et autres. Après, effectivement, il y a eu pas mal de soucis dans l'équipe et ça a un peu taché le groupe et on l'a vu d'ailleurs dans le floor price qui a diminué. C'est ça, ça prouve encore que ce soit en crypto, en NFT, l'équipe est très très importante. Les décisions qu'ils prennent, mais aussi l'image qu'ils ont est très importante pour la valeur de ce qu'ils font. Et effectivement, ça n'a pas été bon et j'ai perdu un peu confiance à ce moment-là, même si moi je ne vends pas sur un coup de tête, donc j'allais jamais vendre mon NFT comme ça. Maintenant, comme tu le dis aussi, les choses s'arrangent. On voit que le groupe essaie de redynamiser les choses, renomme les CEO qu'il faut à la tête et donc les CEO, pardon, Ouais, parce que je suis encore dans non, le c'est bon, c'est bon. référencement. Donc, je pense que là, je le sens beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, Hmm. surtout que le marché repart, hein, le marché des cryptos et de l'Ether, parce Ouais. que c'est lié à Alors pas l'Ether. les NFT, c'est la galère, mais ouais, le marché repart, ouais. Oui, oui, mais c'est ça. Mais de toute façon, les NFT partent toujours après Ouais. le Bitcoin. Les crypto-monnaies pépites partent après le Bitcoin et les NFT partent encore après. Donc, Ouais. voilà, je crois que quand ça repart, tout va repartir, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, je ne peux pas garantir, mais je
pense que les NFT vont partir. Il y a eu un grand nettoyage durant ce bear market, comme toujours, Mm. en crypto et en NFT. Les projets sérieux sont restés. En tout cas, le Bored Ape Club est resté, reste une légende. On n'enlèvera pas tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a inventé. Et voilà, les CryptoPunks sont restés, les Bored Ape aussi. Et voilà, je pense qu'ils vont rester maintenant à eux à réinventer l'histoire, à retrouver des chouettes choses. Ils avaient lancé cette idée de clubbing avec plein d'avantages. Ils veulent ressurfer sur cette vague et ils ont raison, je pense. Donc voilà, donc moi je reste serein. Il y a eu une phase difficile, je reste serein. Et je pense qu'effectivement, cette fois-ci, je vais essayer de profiter plus de ce réseau parce qu'il faut savoir aussi qu'en dehors de tout ce qu'on a dit, j'ai eu, dès que j'ai acheté mon Bored Ape, j'ai eu des Français qui m'ont contacté pour aller voir au Stade de France, voir l'équipe française jouer. Sauf qu'ils ne savaient pas que j'étais belge, parce que je suis belge en fait. Ouais. Et donc voilà, pour rigoler, je dis, mais attends, mais je suis belge. Mais bon, ça serait avec plaisir que je soutienne l'équipe française. Mais donc, ils se donnaient rendez-vous au Stade de France parce que Mbappé avait acheté un Bored Ape et il y en avait d'autres. Hein. Il y avait 4-5 gars du PSG, là, je ne sais même plus qui est qui. Et ils invitaient la famille des Bored Ape à gratuitement venir en VIP voir le match. Quoi. Donc, c'était vraiment déjà, il y avait déjà quelque chose qui se créait. Et donc, des groupes, et donc même les groupes me proposaient des choses en dehors des événements de Yuga Labs. Donc, voilà, donc je pense que voilà, aujourd'hui, je veux faire un business ou quoi, ben, je serai soutenu par cette communauté qui a de l'argent. Et donc, ça, c'est encore une des armes que je n'ai pas utilisé, mais que j'ai déjà pensé à le faire. On organise quelque chose, on se fait soutenir par la communauté, ben, on est beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est aussi une arme. Et donc, oui, clairement, le Bored Ape, je l'ai acheté. Je ne compte pas le revendre d'aussitôt, sauf si vraiment l'image est ternie parce que c'est associé à des vrais nazis et que c'est avéré, etc. Mais sinon, je pense que oui, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait est génial. Et voilà, mon parcours fait que j'ai envie de le garder. Et ça fait un peu partie de moi. Et je me dis, même si un jour je dois le revendre, peut-être si je suis amené à faire de belles choses en crypto et je suis reconnu pour des choses, ben, il va peut-être valoir encore plus celui-là qu'un autre parce que on associe ce Bored Ape à une personne. Et je dis moi, mais c'est le cas de gens qui sont vachement, qui font des trucs plus incroyables que moi. Et d'ailleurs, des Mbappé qui ont un Bored Ape, si le jour il va le revendre, eh ben, c'est clair qu'on va dire que c'est le Bored Ape que Mbappé a eu. Quoi. Donc là, ben, clairement, lui, on ne pourra pas nier que c'est une star internationale. Donc voilà, donc c'est sympa le fait de le garder. Voilà. Ok. Et bah, écoute, merci pour ton partage d'expérience. C'est très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a souvent sur la chaîne. D'ailleurs, c'est tellement intéressant qu'au final, bah, on a déroulé et le format est plus long que prévu. Donc, si dans les commentaires vous kiffez malgré tout, bah, petit commentaire et puis petit like. Également aussi, si une autre personne qui vous intéresse, vous souhaiteriez la voir sur la chaîne, n'hésitez pas à partager. Et puis, pareil aussi pour ce format, moi je trouve ça cool. J'aimerais bien quand même qu'on termine sur un petit peu ton futur, ton avenir. C'est quoi tes perspectives, on va dire plutôt Web3? Parce qu'on a compris que tu étais un entrepreneur, mais côté Web3, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à investir, acheter d'autres NFT, peut-être partager ton expérience, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si les gens sont intéressés par ton profil? Parce qu'évidemment, tu as une chaîne YouTube. D'ailleurs, je le redis pour ceux qui ne savent pas, tu avais fait une vidéo sur l'achat de ce Bored Ape, par exemple. Je mettrai en Ouais. description pour ceux que ça intéresse la vidéo qui était assez tournée en mode film, hein, qui était assez prenante, assez intéressante. Donc voilà, un petit peu, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Est-ce que tu as des dates, des rendez-vous à donner aux gens, tout ça, quoi. Ben oui, ouais, ben la suite, c'est clairement de soigner les gens en leur donnant des bons conseils sur les crypto-monnaies, les NFT. Parce que voilà, j'aime ça, j'aime cet environnement, je suis là depuis longtemps. Je vois que en plus, on est dans un bull run clairement qui commence avec plein de perspectives, plein de positivisme. Donc, je crois qu'ici, en tout cas dans l'année qui vient, je vais continuer à délivrer du contenu et je vais essayer de faire plaisir avec de la qualité, etc. Et voilà, j'ai un conseil aussi que je pourrais donner, c'est que effectivement, à tout le monde, c'est de s'entourer de gens qui prennent du temps à s'informer. Donc des gens évidemment comme toi hein, et Merci. comme moi aussi. Voilà, qui sont des créateurs de contenu, on a le temps de s'informer, on est entouré des bonnes personnes. Et c'est vrai que même on s'échange entre nous des informations sur des domaines précis. Évidemment, toi en NFT, tu es assez calé vu que tu fais ça au quotidien. Donc, quand j'ai besoin d'un petit tuyau NFT ou quoi, ben, j'hésite pas à te demander un avis et inversement. Et donc, voilà, on s'entraide et je pense qu'il y a plus dans 100 cerveaux, dans 10 cerveaux que dans un. Donc, faire confiance à soi, faire ses recherches, c'est très bien, mais s'entourer de beaucoup de monde, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, ça, je l'ai compris aussi
tardivement dans ce business, parce que j'ai vu que mes plus beaux coups en crypto-monnaie pépite maintenant de ces dernières années, c'est parce que j'en ai parlé beaucoup à des gens qui analysaient tout le temps les cryptos. Et voilà, en regroupant les infos, ben on prend les bons numéros. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai voulu aussi faire, quand tu parles de projets futurs, Mmh. un événement qui réunit justement toutes les communautés francophones, tous les créateurs de contenu ensemble pour qu'on puisse donner nos tuyaux à nous qui nous intéressent le plus et aussi se rencontrer nos communautés. Et voilà, c'est ce fameux événement du 30 mars qui s'appelle le Web3 Connect, donc web3connect.fr, c'est le site. Auquel Et je là, on viens sera, d'ailleurs, hein. et bien sûr que tu es bien sûr invité, tu vas nous faire un super speech J'espère. explosif. Voilà, et tu vas enfin nous délivrer ton trésor le plus caché depuis jusqu'à aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, et on sera 25 comme ça. On parlera de plein de sujets, donc de NFT, bien sûr, mais aussi de tous les autres sujets à tendance, intelligence artificielle, tokenisation des actifs, les crypto-monnaies pépites, comment on traque les baleines. Voilà, donc il y aura tout ce qui est minage et tout ça. Donc oui, on sera chacun spécialisé dans un domaine. On fait des speeches de 10 minutes, on explose tout, et puis on fait du networking, et on mange des petits trucs ensemble, et puis on va travailler un peu dans les speeches. Et voilà, donc le 30 mars, c'est toute la journée. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à y aller. Surtout qu'il y a une offre, une place plus une gratuite pour le moment, pour les 50 premiers qui le font. Donc voilà, et en plus, tu as un code promo que tu peux donner aux personnes de ta chaîne, vu que tu m'avais demandé une remise pour ta communauté que j'ai accepté de 25%. Donc voilà, tout ça, tu pourras le mentionner à mon avis en description. Ouais, alors tu as donné beaucoup d'infos. Effectivement, il y aura tout, vous inquiétez pas, tout sera en description avec les dates, lien du site. Tu avais aussi fait un thread pour expliquer un peu comment ça se passe. Il y aura aussi les tarifs. Je sais qu'il y a aussi un tarif étudiant. Enfin, voilà, vous aurez tout en dessous. Du coup, donc c'est entre guillemets ton premier événement de ce que tu dis, c'est ça? Ok, Mais en tout cas, c'est mon premier événement, on va dire, plus central, dans le sens où j'ai fait des événements en Belgique, des petits ok, ouais. des trucs avec 100, 200 personnes. Mais ici, c'était mon premier événement où j'associe plein de speakers avec moi, plein de créateurs de contenu, où on va être dans une salle prestigieuse, la Maison de la Mutualité, à Paris, en plein centre de Paris, qui est quand même la plus grande ville francophone, il faut le dire. Et donc, voilà, c'était un peu central. Et voilà, c'est histoire de marquer le coup, parce que j'ai eu pas mal de remarques critiques en disant, ouais, mais si tu fais ça en Belgique, Stéphane, ben nous, on peut pas venir. Et ben voilà, ben ici, en tout cas, j'ai pris Paris. Donc, il y en a certains qui vont devoir se déplacer, mais d'autres qui habitent là-bas. Et donc, voilà. Donc, ici, j'ai un peu répondu au désir de ma communauté. OK, et du coup, ça peut, bon, alors on va pas présager du succès ou non de l'événement. On espère que ça va marcher, mais du coup, ça pourrait être un rendez-vous comme ça, annuel. Comment tu le vois? Est-ce que c'est une première expérience? Est-ce que c'est parce que juste tu kiffes la commu, tu veux partager les infos, que les gens puissent échanger un petit peu le carnet d'adresses? Est-ce que ça s'adresse aux débutants? Enfin, est-ce que tu peux quand même en dire plus sur pourquoi cet événement? Et est-ce qu'on peut, on pourrait le revoir en fait régulièrement? Moi, j'ai toujours trouvé, on sort de NFT Paris il y a pas longtemps, on a des gros événements comme ça, mais on n'a pas forcément des moyens événements, des choses qui peuvent un peu faire le lien aussi sur le reste de l'année. Là, on l'a compris, du coup, c'est un événement plutôt français. Je ne sais pas s'il y a des intervenants, on va dire, internationaux, mais du coup, c'est vrai que c'est une barrière en moins peut-être pour les gens qui se disent, voilà, je sais pas, Paris Blockchain Week, il va y avoir que des grosses boîtes, ça va parler anglais, je vais rien comprendre. Là, c'est vraiment quand même axé francophone, hein, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Donc, c'est totalement différent de tous les événements que Mm. vous avez pu connaître, hein, et même que le Surfing Bitcoin ou même CryptoXR, etc. Ici, on Ouais, est dans un événement où on a envie d'être proche du public, mais qui est axé vraiment sur la scène avant tout. Donc, on va être comme une pièce de théâtre. On va tous rentrer sur scène, hein, les centaines de personnes qui seront là à l'événement, et on va assister à des speeches explosifs. Et ça va pas être des trucs longs, barbants, tout ouais. ça. Ce sera que des tips qu'on va dévoiler rapidement. On n'a pas plus de 10 minutes, donc on doit bien faire. Et on va se succéder, on va être une trentaine à pouvoir parler. Et donc, c'est totalement différent. Et on aura le networking à côté. Et donc, ce ne sera pas un salon avec tous des stands à passer un à l'autre, qui est les choses qu'on voit d'habitude. C'est vraiment un truc de contenu, d'apprentissage et du networking. Et c'est sur une journée à fond, et c'est pas sur 3 jours ou quoi. Et Ouais. donc voilà, et c'est en français, effectivement, il n'y a que des intervenants francophones. Voilà, ben, moi je suis belge, ben, les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens, tout ça, ben, tout le monde sera là, mais en français. Donc voilà, et ce sera évidemment une première expérience, et mon objectif évidemment est d'en refaire une Ok, deuxième, trop cool. et fixer un rendez-vous annuel, hein, bien sûr. Ok, trop cool. Et d'ailleurs, ce sera rediffusé en live sur Internet ou c'est pas prévu?
Alors cette première justement, on voulait faire voilà, en communauté, un petit communauté, OK. enfin je sais plus, petit comité pardon, et donc pas le diffuser. Si maintenant on voit qu'il y a ça marche vraiment bien, il y a une grande demande, l'année prochaine, on pourra éventuellement, imaginer, de le rediffuser en live. Par contre, il y aura, une équipe qui sera là pour, filmer l'événement et donc peut-être il est possible qu'on fasse des formats pour le futur, pour, que les gens puissent, voir ce qu'était l'événement et qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dedans. Voilà, donc ça, c'est une possibilité qu'on verra après l'événement. OK, bah, écoute, trop cool. Merci beaucoup Stéphane. C'est intéressant et en même temps aussi communicatif de voir que tu es là depuis 2011 et que tu es encore là 13 ans après à builder, à proposer des choses, à investir aussi, à bah, enfin, c'est trop cool en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont détournés un petit peu des cryptos, avec tout ce qui s'est passé, hein, tous les dramas, les bear markets, les exchanges qui tombent en ruine et cetera. Enfin, voilà, tu es toujours là, donc déjà bravo pour ça, bravo pour ta résilience. Merci beaucoup pour, ton partage d'expérience. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est assez rare d'avoir ce genre de retour. Donc vraiment, moi, j'ai grave kiffé. Et pour terminer, du coup, bah, je te laisse le mot de la fin. Si tu as un truc à dire particulier, ou je sais pas, ou quelqu'un que tu aimerais voir sur la chaîne, voilà, tout ce que tu veux dire, tu peux le dire, c'est toi qui termine la vidéo. Ouais, mais super. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que les cryptos vont passer dans une année et demie, là encore, jusqu'en fin 2025, une phase de bull run, qu'il y aura beaucoup de choses positives qui vont se passer, que c'est le bon moment pour y être. Si vous avez été avec du DCA ou n'importe quoi avant, c'est super. On va bien s'amuser. Sortez de chez vous, voilà, bougez-vous. Si j'organise des événements, si les gens organisent des événements, ben, c'est pour qu'on se voit, pour qu'on crée des connexions ensemble. Et donc, voilà, je veux dire, amusez-vous, gavez-vous, faites attention à la sécurité, bien sûr, parce que c'est bien de gagner, mais si on perd tout, ben, c'est bête. Donc, voilà, faites-vous un réseau, parce que le réseau amène des bonnes décisions vachement meilleures que celles qu'on a dans un seul cerveau. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Prends soin de toi. À tout bientôt sur la chaîne. Merci à toi. Merci, salut. Ciao.